j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Oh le con! Oh le con! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cet épisode de JPP, l'épisode 4. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Je ne suis pas Adrien Vicente. Je ne suis pas Nelson Palisnierman. Et donc effectivement on ne s'est pas... enfin si, on s'est parlé avec Adrien, mais pas de façon aussi formelle. On ne s'est pas parlé depuis donc la finale, enfin l'avant-finale de l'Euro. Et je vais résumer ce qu'on avait dit à l'époque. Faut surtout pas que le Portugal gagne. Et j'espère que ce sera pas Hulot et que ce sera Jadot. Bon, alors j'ai eu un de mes deux vœux qui a été exaucé. C'est Yannick Jadot, même si j'ai fait la campagne de Karima Deli, on reviendra dessus. Sinon, bilan des opérations en termes politiques. Depuis qu'on s'est parlé, il y a donc eu Hulot qui a annoncé qu'il n'y allait pas, la primaire des écolos avec Duflot éliminé dès le premier tour et Jadot qui gagne, la victoire de Sir fucking Donald Trump, la primaire de la droite avec là aussi la surprise Sarko éliminé au premier tour et Fillon qui met branlé à Juppé, et ce qui nous a donc décidé de refaire un nouvel épisode, la nouvelle surprise qui montre bien que faire des sondages 2 ans avant une présidentielle ça sert à rien. Hollande qui annonce qu'il ne se représentera pas, donc première dans l'histoire de la 5e République. Donc en plus d'autres premières d'ailleurs que j'ai remarqué, on aura du coup pour la première fois 2 présidents à un seul mandat qui se seront succédés. Adrien, toi qui fais donc du journalisme, je sais, est-ce que tu bossais au moment de son annonce ou pas ? Alors non, je l'ai appris, enfin je bossais ce jour-là, mais j'avais fini de bosser au moment où il l'a annoncé, je l'ai appris 2 heures plus tard. Donc pour le coup, je n'ai pas été super réactif là-dessus, et pour tout dire, j'étais en train de préparer un article pour expliquer pourquoi Hollande allait gagner. Donc je demande un applaudissement pour ma vista, pour ma boule de cristal et pour ma capacité à anticiper les choses, parce que je pense que là, c'est du grand art que j'ai fait. Et à côté, mon pronostic, oui, la France va gagner 3-1 la finale, c'était du normal, quoi. Oui, ben disons qu'on a été... on a fini... Alors, pour tous ceux qui suivaient vite fait, on a fini à égalité avec Adrien nos pronostics de l'Euro. Et d'ailleurs, on était tous les deux assez dégoûtés. Personne n'avait envie d'offrir à l'autre un truc du Portugal. Ouais, non, moi, je revenais du boulot. Donc, pour tout vous dire, moi, je bossais jusqu'à 20h à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc, j'étais dans les transports quand il a fait son annonce. Et quand j'arrive et je m'assois, j'ai ma fiancée Julie qui est devant Quotidien et qui me dit t'as entendu pour Hollande? Je dis quoi, qu'est-ce qu'il a, il se représente? Elle me fait non, il y va pas. Je dis à quoi? Et donc voilà, j'étais moi aussi sur le cul complètement, et j'avoue que même si j'étais pas forcément persuadé sur le fait qu'il allait gagner, mais je pensais quand même qu'il irait, quoi, et qu'il aurait le culot de dire non, mais mon bilan il est pas si moche que ça, j'y vais quand même. Le plus drôle, c'est qu'il a eu le culot de dire non, mon bilan est très bien, pas de souci, mais j'y vais pas, faut pas déconner. Il nous fait une pardonnez-moi l'expression, mais une politique carte classique qui est de dire non, mais j'ai pas été compris. C'est pour ça que je peux pas me représenter, parce que j'ai pas été compris. Après, je vais être très honnête, il y en a plein qui se sont empressés de pisser sur le cadavre de suite après. Ça demande quand même d'avoir un certain courage que d'être suffisamment lucide pour dire ça sert à rien que j'y aille, quoi. Parce que là, clairement, il avait soit il fallait vraiment qu'il manœuvre à mort pour gagner, soit il allait se prendre une branlée majestueuse. Sachant surtout que derrière il y avait Valls qui attendait, en plus de Macron, pour se présenter. Bon, Macron n'a pas attendu en l'occurrence. Macron, ouais, non, Macron lui, il n'a pas attendu, oui, pardon. Toi, Adrien, justement, comment tu interprètes ce renoncement? Est-ce que selon toi, il y a des raisons assez claires pour ça, ou est-ce que c'est surprise complète? Moi, comme je disais, ça faisait 2 ans que j'expliquais pourquoi il allait gagner et pourquoi contre vents et marées, il allait y aller quand même et l'emporter.
Donc je suis pas super bien placé pour dire ça, mais bon, après évidemment, enfin on va dire que évidemment c'était un choc parce que en France on n'a jamais vu ça, un président sortant sous la Ve République qui ne se représente pas. Mais bon, la situation dans laquelle il était, c'était la situation dans laquelle il était tellement mauvaise que c'est tout à fait logique a posteriori qu'il n'y aille pas. Hollande, j'ai l'impression que toute sa carrière politique, ça a été ce mec, c'est un baiser de la mort. C'est si tu donnes le pouvoir à ce mec et que tu es dans son entourage, tu disparais, tu te retrouves avec un champ de ruines à la fin. Parce qu'il faut quand même pas oublier que quand il a dirigé, je crois, une dizaine d'années, je sais plus exactement combien, le Parti Socialiste. Ah oui, beaucoup de temps. Et quand il est parti, ça a été un congrès truqué où ils se sont déchirés, genre vachement plus que d'habitude. Oui. Et le PS était un champ de ruines quand il est parti, parce que son art de la synthèse du consensus mou qui satisfait personne et du on verra plus tard, ça a laissé enfler des problèmes pendant 10 ans qui ont explosé quand il est parti, quoi. Avec la France, il a un peu fait la même chose. Il est arrivé au pouvoir, au fur et à mesure de son mandat, il s'est fait lâcher par tout le monde, d'abord par les écolos, puis ensuite par ce qu'on appelle les frondeurs, puis par Taubira, puis par Macron, son libéral, et puis finalement par Valls, qui était son aile droite. Donc il s'est clairement fait lâcher par absolument tout le monde. Donc bon, évidemment, avec une situation comme ça, c'est très facile de l'expliquer a posteriori, hein, mais il y avait quand même beaucoup de signes qui lui disaient arrête de déconner, n'y va pas et laisse la place. Cela dit, est-ce que quelqu'un a vraiment envie d'aller occuper cette place, quoi? Parce que le bilan est toujours là, l'impopularité, même si c'est pas lui personnellement, l'impopularité du gouvernement et des mesures qu'il a prises est toujours là. Et les gens qui vont participer et la personne qui va gagner la primaire du fan club du gouvernement va quand même être comptable d'un minimum de ce bilan-là et va devoir composer avec cette image super amochée qu'a le Parti Socialiste et ses petits partis satellites. Et clairement, ça va être super dur. Enfin, ça me semble être plus un boulet que ça me semble être plus un boulet qu'autre chose. Donc voilà, bonne chance à cette personne, même si je pense pas que je voterai pour la personne qui sortira de là, mais bon, en tout cas, je lui souhaite humainement bonne chance. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus, quand on regarde les personnes qui sont pour l'instant dans cette primaire, il y a soit des personnes peu connues, et quand je dis du grand public, c'est vraiment du très grand public, parce que Philoche, il est connu par les gens qui suivent la politique. Ceux qui suivent moins la politique le connaissent quand même beaucoup moins bien. Ensuite, il y a évidemment Marie-Noëlle Lienemann même les gens qui suivent la politique ne connaissent pas. Ouais, c'est ça. Elle a des bonnes idées, mais c'est vrai qu'elle est quasiment inconnue. C'est-à-dire, autant les écolos, nous, on les avait dit, à part Duflo, on connaît personne, sachant que Jadot, au moins, les gens qui suivent la politique sachent qui il est. Effectivement, que Rivasi ou Karim Adeli, que j'avais soutenu, était beaucoup moins connu, ça, clairement. Même si je connais 2 ou 3 personnes très à gauche qui s'étaient pas inscrites à la primaire écolo et qui avaient dit que si on avait fait une primaire comme la droite et le PS, c'est-à-dire où il suffisait de se déplacer, ils auraient sûrement voté Karim Adeli. Donc il y a au moins un petit peu de connus, tandis que là, c'est vrai que Marie-Noëlle Lienemann, personne ne sait qui c'est. Laroutourou, pareil, il faut vraiment bien suivre la politique pour savoir qui c'est. Il faut surtout suivre ces changements de parti tous les 2 ans. Ouais. Alors lui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec Nouvelle Donne en tant que mouvement. C'est que j'ai rencontré dans différents tractages des gens qui ont tracté pour Nouvelle Donne, notamment pendant les régionales. Mais ce mec-là, un mec qui passe du PS au vert, ensuite machin, bidule, chouette, et qui se retrouve à fonder Nouvelle Donne. Et quand je vois en plus qu'il y a des gens, notamment sur Bordeaux, qui ont quitté Nouvelle Donne à cause de lui, t'es là, bon,
j'ai du mal à faire confiance au mouvement des Nouvelles Donnes, même si c'est dommage, c'est en tant que tel une bonne idée, un parti comme ça amène au débat. Bref, donc tout ça pour dire, après ça, il y a Hamon et Montebourg. Montebourg, plus productiviste d'humeur, il a participé bien les mains dans le cambouis au gouvernement, même si maintenant il s'amuse au land bashing qu'il faisait déjà avant le premier tour de la primaire de 2011. Bon, faut dire qu'il s'en est fait virer, il s'en est fait virer comme un malpropre. C'était pas beau à voir. Ben oui, Pour être remplacé par Macron en plus. Ouais, lui et Hamon, ils se sont bien fait virer de la façon la plus spectaculaire possible. Hamon, moi j'aime beaucoup Benoît Hamon, mais il faut avouer que il va se garder coller l'image du gouvernement, quoi qu'il arrive. Donc disons que le seul qui pourrait faire ce que je vais appeler un coup à la Jospin, c'est Hamon. Parce que Jospin en 95, il arrive à suffisamment s'éloigner du bilan de Mitterrand pour aller au second tour. Pour arriver en tête au premier tour. De quoi ? Pour arriver en tête au premier tour. Pour arriver même en tête au premier tour, oui, tout à fait. Disons que le problème, c'est que Hamon, lui, il sort d'un gouvernement qui se sera terminé au moment des présidentielles et non pas qui aura eu 2 ans de cohabitation entre-temps. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué. Après, c'est vrai que ça fera près de 2 ans qu'il n'aura pas été au gouvernement au moment de la présidentielle. Néanmoins, ça va être compliqué. Moi, très honnêtement, la seule chance que je vois pour la gauche d'être au second tour, c'est Christiane Taubira. C'est la seule chance qu'on pourrait avoir parce que avec un Fillon en face, quand je parle juste de personnes qui pourraient défier Marine Le Pen au second tour ou qui pourraient se défier au second tour potentiellement. Il y a beaucoup de gens du centre qui vont dire Fillon, pas trop quand même, et faut pas oublier que Taubira, sociétalement, elle est très ancrée à gauche, économiquement un petit peu moins quand même, et qu'elle peut convaincre des gens qui sont un peu plus au centre, et c'est vrai que en termes progressistes, on fait difficilement mieux que Taubira. Mais Taubira a dit plusieurs fois qu'elle n'avait pas envie d'y aller. Après, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, mais bon. Mais alors moi sur Taubira, bon, je pense aussi qu'elle n'ira pas, hein, mais bon après, on parle du mec qui pensait que Hollande serait réélu et que la France gagnerait l'euro. Donc, mais bon, je pense que Taubira n'ira pas, même si évidemment ça me rien que pour le match de boxe qui serait aussi beau que Mohamed Ali et George Foreman, que serait un débat d'entre deux tours entre Taubira et Marine Le Pen. J'aimerais beaucoup voir ça. Ce serait de l'anthologie, de télévision. Mais bon, je suis assez sceptique sur le fait que ça arrive, puisque je pense qu'elle se présentera pas. Je pense que Benoît Hamon effectivement pourrait faire un meilleur score que prévu, mais je ne le crois pas capable de gagner la primaire du fan club du gouvernement pour la simple et bonne raison que les gens qui portent qui ont envie d'une candidature de gauche, ils sont déjà chez Mélenchon, tout simplement. Je pense qu'il y a trop peu de gens qui sont de gauche, qui sont vraiment à gauche, quoi, qui sont sur une ligne plus à gauche que ce qu'a été le gouvernement, et qui n'aiment pas Mélenchon, pour que ça puisse créer une dynamique en faveur de Benoît Hamon. Peut-être je me trompe, mais je pense que en tout état de cause, cette primaire, ça se jouera entre Valls et Montebourg. Oui, c'est fort probable. Surtout que là, il y a pas mal de. Alors là, il n'y a pas plus apparatchik que ceux qui viennent de dire vu que c'est pas Hollande, il faut qu'on soutienne Valls. Je pense notamment à différents députés socialistes girondins qui de suite ont dit du coup on va soutenir Valls, qui m'ont donné une envie de vomir, mais immédiate, parce que je me suis dit, mais vous pensez vraiment qu'à votre propre carrière, et c'est un truc de fou quand même, d'être autant dans un manque de débat d'idées. C'était aussi choquant que tous les gens qui d'un coup ont dit, non mais Fillon, j'ai toujours dit que c'était quelqu'un
exceptionnel. J'ai jamais dit que c'était un mot du gland, quoi que ce soit. C'est d'un coup, ça a été la parade pour le soutenir. Et c'était catastrophique. Et puis c'est surtout soutenir Valls, qui quand même, il faut pas l'oublier, à la primaire de 2011, c'est le socialiste qui fait le plus mauvais score. Derrière lui, il n'y a que Jean-Michel Baillet. C'est aussi un aveu d'échec dans le sens où c'est dire, bon ben, officiellement, le PS n'est plus de gauche. Si Valls est candidat à la présidentielle, c'est clairement dire, bon ben, la gauche, ça sert à rien, hein. On est maintenant clairement un parti centriste, et puis on n'en parle plus, qui en plus a 2-3 idées sociétales un petit peu beaucoup à droite. Et c'est ce quand même, disons que sociétalement, Macron est moins de droite que Valls. Économiquement, Macron est plus à droite que Valls, même si... Et encore, ça se discute. Oui, ça se discute. Il n'y a pas un fossé énorme entre les deux, mais Macron est quand même un petit peu plus libéral que... Disons que Valls est conservateur et Macron est libéral. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense pas que Macron, par exemple, serait quelqu'un qui serait très très dur sur les questions de prison et tout ça, là où Valls est vachement à fond. Macron, ce qui l'intéresse, c'est que les entreprises fassent du pognon. Voilà, c'est clairement. C'est très bien résumé. Clairement son objectif. Voilà, et Valls, son idée, c'est il faut que la France rayonne et soit très dur avec les gens qui sont méchants avec la France et avec l'État. Donc, il y a ce fossé. Effectivement, il y a Mélenchon à gauche. Là, pour l'instant, à gauche, c'est une sacrée bérésina, parce que si c'est Valls candidat, il va y avoir un écart immense, quand même, au niveau de l'idéologie, entre la gauche, donc qui va aller du coup de Artaud, Poutou, Mélenchon, Jadot, et d'un coup, il va y avoir un fossé énorme, Valls-Macron. Parce que idéologiquement, même si beaucoup considèrent que Jadot c'est quand même pas le plus extrême gauchiste des Verts, sociétalement et économiquement, il est quand même beaucoup plus à gauche que les 9/10 du Parti socialiste, quoi. Donc il va quand même y avoir un fossé monstrueux, et j'ai peur qu'on se retrouve dans une situation idéologique comme l'Italie, c'est-à-dire que il y aura là-bas au fond à gauche quelques communistes et quelques écolos, et puis ensuite, il n'y aura rien jusqu'au centre. Il n'y aura plus rien du tout. L'espace qu'occupait le PS avant d'arriver au gouvernement, il n'y aura plus rien. C'est tragique, parce que pour l'instant, les écolos, on n'est pas en position on est loin d'être en position de faire l'unanimité sur quoi que ce soit. Et à côté de ça, il n'y aura personne pour prendre le devant sur la gauche, et il y aura quand même, moi le premier d'ailleurs, hein, beaucoup de gens qui vont être trop méfiants de Mélenchon pour réellement rester à gauche. Moi, je resterai fidèle aux valeurs écologistes. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui vont dire je préfère voter Bayrou que voter pour quelqu'un du PS, quoi. C'est le risque, mais bon, on a encore 6 mois de campagne présidentielle devant nous qui risque de pas être beau à voir, mais dans une campagne présidentielle, les choses évoluent tellement vite. Enfin, regardons où on en était il y a 3 mois et où on en est aujourd'hui. C'est absolument impossible de prévoir où est-ce qu'on va en être dans 6 mois. Les choses ont tellement évolué depuis 3 mois, entre, comme tu l'as dit en début d'émission, les retraits de candidats, les surprises, les dynamiques d'un côté ou de l'autre qui ont eu raison de favoris. Que c'est très difficile de savoir où on en sera dans 6 mois. Quant à faire un pronostic, je m'y refuse. T'arrêtes maintenant, t'as rangé ta boule de cristal du coup. Comment dire, il faut pas oublier en plus 2 aspects. Le contexte international, il faut pas oublier qu'au moment où on se parle, on n'a pas encore les résultats du vote en Autriche et en Italie, qui vont quand même avoir une sacrée influence, je pense. Disons que si Van der Bellen, l'écolo libéral, gagne en Autriche, il n'y aura pas une grande influence sur le paysage politique français. Bon, c'est bien, l'écolo a gagné, on n'en parle plus. À part nous, écolo, il n'y a personne qui va faire la fête. Il y a juste tout le monde qui va faire un gros ouf de soulagement. Par contre, si c'est le candidat d'extrême droite qui gagne, là, c'est pas la même. Là déjà, c'est plus du tout la même chose. Ça va en inspirer beaucoup. Déjà que Marine Le Pen s'est sentie
regonflé. Et Fillon aussi, faut pas le mettre de côté. Fillon et Marine Le Pen, la victoire de Trump, pour eux, ça a été une bénédiction parce que du coup, ils se sont dit, moi aussi, je vais défier les sondages et moi aussi, je vais montrer de quoi je suis capable et je vais défier les élites médiatico-politiques, comme ils aiment bien dire. Je pense que l'élection en Autriche peut avoir une influence là-dessus, qu'on sous-estime parce que, entre guillemets, c'est que l'Autriche. C'est que la présidentielle, sachant que le président n'a pas un pouvoir de fou en Autriche, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il a le pouvoir de nommer le Premier ministre. Et ça c'est très important, parce que d'un côté, on a Van der Bellen, l'écolo, qui a dit « je ne nommerai jamais un chancelier d'extrême droite ». Et à côté de ça, si c'est le candidat d'extrême droite, il va tout faire pour que ce soit un chef du gouvernement d'extrême droite, quoi. Quel que soit le résultat que ferait le FPE après les prochaines élections parlementaires. Donc, on est une pièce suivante du domino, et c'est à nous d'essayer de tenir le cap, de tenir bon. Et puis, c'est vrai que ça va être assez surprenant. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu autant de surprises depuis 95, quoi. Que là, on est clairement dans une situation comme 95. En 95, un an avant, tout le monde nous annonçait deuxième tour, Jacques Delors, Édouard Balladur. On s'est retrouvé avec Chirac, Jospin. Je sens que là, tout le monde nous annonçait Juppé, Le Pen, et on va voir avec quoi on va se retrouver, quoi. Ouais. Cela dit, en 95, je pense que le contexte international n'était pas aussi, avait pas autant d'influence sur la situation française. En 95, ça a été une élection, enfin, j'étais trop petit pour l'avoir vécu, mais il me semble que c'était une élection qui était quand même franchement franco-française. Là, on est dans un contexte international de montée du populisme de droite et d'extrême droite, et clairement ça influe. Parce que on a tous soit on flippe, soit au FN ils se frottent les mains en se disant la France est le prochain pays, quoi. Donc cette élection, oui, il y a beaucoup de surprises, et oui, ça et elle est un enjeu pour la France et pour l'international, je pense beaucoup plus important que n'importe quelle élection qu'il y a pu y avoir avant. Oui, clairement. Là, ça va être assez impressionnant. Voilà, je pense qu'il faudra, pour quelconque pronostic que ce soit, il faudra attendre la sortie de la primaire PS, entre guillemets, même si Nouvelle Donne y participe, et écologiste, également avec François de Rugy. J'ai oublié de le mentionner, tu vois à quel point ils sont importants, j'ai oublié de le mentionner dans les candidats, alors que j'ai mentionné tout le monde sinon. Voilà, cette primaire va avoir quand même son influence, parce que déjà, la droite et l'extrême droite aura son ennemi désigné. Parce que je trouve ça assez surprenant quand même que Marine Le Pen ne tape pas encore des masses sur Mélenchon, et que Mélenchon passe surtout son temps à taper sur Fillon. Après, je pense qu'il se rêve un deuxième tour contre Marine Le Pen, soyons très honnêtes. C'est ça qu'il rêve depuis la fondation du Parti de gauche. Comment dire, là, pour annoncer quoi que ce soit, ça va être très compliqué. Déjà, on va voir qui a 500 signatures, parce que le nombre de candidats là, qui se baladent, pour être très honnête, nous, les communs, on ne sait pas si on aura 500 signatures, étant donné qu'on a moins d'élus qu'en 2011, et que en 2011, on n'avait pas un PS qui voulait absolument nous mettre des bâtons dans les roues, parce que là, soyons très honnêtes, le PS veut absolument nous mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'on y aille. D'ailleurs, Cambadélis, j'ai oublié de le mentionner ça, la primaire, elle risque d'être un gros flop, parce que Cambadélis a quand même dit qu'il voulait pas que les gens qui soutenaient Mélenchon ou qui ont voté à la primaire des écolos participent à cette primaire, alors que c'est royalement stupide, parce que si la seule chance qu'ils ont d'aller au second tour, c'est justement que des gens comme nous, au final, participent à cette primaire, et qu'on dise, si jamais c'est pas mon candidat au deuxième tour, j'aimerais bien que ce soit le mec pour lequel je vais voter maintenant, ou la femme pour laquelle je vais voter maintenant. Donc, c'est encore plus stupide, parce que, par exemple, moi j'ai participé à la primaire socialiste en 2011, j'étais pas encore pleinement adhérent à ELV à l'époque, mais j'étais en passe d'y adhérer.
Mais voilà, je me considérais comme quelqu'un de gauche, donc je trouvais ça normal de voter pour, dans cette primaire. Comme il y a des gens qui ne sont pas chez les Républicains et qui ont voté à la primaire de droite en étant de droite, il y a aussi des gens de gauche qui ont participé, mais bon, bref, et qui ont donné 9 millions d'euros à la campagne de Fillon, du coup. Mais voilà, c'est encore plus ridicule, donc je vois très mal comment on peut échapper à Fillon-Le Pen, mais pourquoi pas, allez, pourquoi pas une énorme surprise, et pourquoi pas, Christiane, je t'en supplie, vas-y. Honnêtement, si Taubira y va, si Jadot persiste à aller à la présidentielle, je voterai pour lui. Mais je rêverais que Jadot dise, tu sais quoi, Christiane, vas-y. C'est la seule candidature où j'accepterais que LV dise, finalement, on n'y va pas. Dans tous les autres cas, ça me ferait très mal qu'on n'y aille pas. Donc voilà. Et puis voir aussi quelles candidatures vont aboutir. Parce que Macron il est gentil, mais il va falloir voir s'il les aura, ces 500 signatures. Michel Alliot-Marie, il va aussi, n'oublions pas. Et Henri Guénaud. Michel Alliot-Marie, j'avais oublié, tiens. Michel Alliot-Marie, ouais, a dit qu'elle se présenterait sans passer par la case primaire. Donc à voir. Il faut voir. La question surtout qu'il faudra se poser, c'est à qui est-ce que Fillon va siphonner les voix? Est-ce que il va réussir à complètement anéantir la gauche, ou est-ce qu'il va réussir à siphonner des voix à Marine Le Pen? Parce que je pense notamment aux gens de la Manif pour tous qui, si ça avait été Juppé, auraient voté Le Pen, et vu que c'est Fillon, vont voter Fillon. Ouais, évidemment, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as évoqué, il y a beaucoup de choses. Sur les 500 signatures, moi personnellement, je pense que Jadot et Macron les auront, parce que d'abord, ELV a, je crois, 250 élus, quelque chose comme ça au niveau national, donc ça en fait guère que 250 à récupérer. Oui, alors pour tout dire, on a moins de 5 à aller en chercher par département métropolitain, mais j'espère qu'on ira vraiment les chercher. Voilà, après, on connaît tous l'immense base militante de LV et l'immense détermination qu'ont ces militants à aller chercher des signatures. Mais bon, je pense que a priori, ça devrait pouvoir, ELV devrait pouvoir y arriver. Macron, pareil. Macron, pour le coup, faut pas oublier qu'en France, les 500 signatures s'obtiennent surtout auprès de maires sans étiquette. De petits villages ruraux, et je pense que son discours qui porte quand même, qui a une certaine popularité auprès de pas mal de gens centristes ou très peu politisés, je pense que ce discours l'apprend, et que dans ces gens pas très politisés et qui sont plutôt centristes ou de centre-gauche ou de centre-droit, il y a beaucoup de maires sans étiquette. Et donc je pense qu'il n'aura pas trop de mal à convaincre des maires sans étiquette de le présenter à la présidentielle. Pour les autres, les Alliot-Marie, les Henri Guénaud, je pense que c'est du bluff pour négocier un poste quelconque dans la campagne et dans le futur gouvernement de François Fillon, si c'est lui qui l'emporte. Tout comme les radicaux de gauche qui présentent Sylvia Pinel à la présidentielle, ça me paraît assez évident que c'est juste pour faire monter les enchères et négocier auprès du Parti socialiste un futur poste au gouvernement, et une place dans la campagne et quelques députés aux législatives. C'est vrai que c'est assez surprenant qu'il passe même pas par la case primaire, quoi, parce que il était passé par la case primaire en 2011, et je pense que là aussi il a réussi à négocier pas mal de trucs, notamment sa place actuelle au gouvernement. Autant Sylvia Pinel, qui elle en plus a fait partie du gouvernement et qui a pris le poste qui a quitté le gouvernement assez tôt, Cécile Duflot. Là, d'un coup, elle dit non, j'y vais tout seul, et puis elle pense qu'elle peut faire une Taubira comme en 2002. Sauf que le Parti radical de gauche, depuis, tout le monde a oublié qui c'était. Donc ça va être assez tendu pour eux. Mais bon, ça se trouve, dans quelques mois, je vais vous expliquer que Sylvia Pinel, elle a eu les 500 signatures, et Yannick Jadot non, et que du coup, j'ai envie de vomir. Mais bon, voilà, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, franchement, j'ai rarement eu aussi peu de certitude sur une élection que sur celle-là. Franchement, on est entre
ça peut être la fin du monde, comme ça peut être la surprise générale très agréable. Donc, je sais pas. Je sais vraiment pas. Où tu la vois, la surprise générale très agréable? Parce que moi, j'ai beau regarder, je vois que de la merde à l'horizon. Bah, la seule surprise très agréable, c'est Taubira qui dit bon, finalement j'y vais, et puis qui gagne la présidentielle en plus. Ah non oui. seulement c'est Taubira présidente, mais en plus on dit aux Américains voilà, c'est comme ça qu'on élit une femme, bande de cons. Et voilà, ce serait tout un symbole. Franchement, t'avais dit que un deuxième tour entre Taubira et Le Pen, ce serait majestueux, mais même entre Taubira et Fillon, comment dire, la tête d'affiche de la manif pour tous contre la tête d'affiche du mariage pour tous, c'est vrai que ce serait savoureux, mais moins que face à Le Pen quand même. Ah oui, non, bien sûr, moins que face à Le Pen, mais disons que dans les deux cas, si elle va au deuxième tour, c'est du rêve en barre, quoi. C'est du rêve en sachet familial auquel on a droit là. Donc, oui, je voulais absolument placer en sachet familial. Voilà, donc je sais pas trop quoi penser. Moi, je pense que de la situation actuelle, en tout cas à gauche, celui qui a réussi sur toute la ligne, c'est Mélenchon, quoi. Parce que de son pari au départ, je pars tout seul, fuck les primaires et voilà, vraiment je pars tout seul, quoi. Il partait quasiment sans avoir l'aval de son propre parti, avec son propre fan club. Enfin, il a tout fait lui-même, quoi. Et il est en passe de réussir à fédérer quasiment toute la gauche radicale entre guillemets autour de lui en leur forçant la main. Plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec lui sur plein de trucs parce que sa personnalité ne laisse pas indifférent, pour être poli. Et ben finalement il réussit à avoir une vraie dynamique avec son fan club. Toutes les composantes du front de gauche, il leur a forcé la main les unes après les autres. Les écolos sont sous pression permanente et hyper forte pour se retirer en sa faveur, et il y a des voix chez les écolos qui le demandent, donc ça va être ça m'étonnerait même pas que les écolos finissent par céder à cette pression. Et là Mélenchon il aurait gagné, il n'aurait pas gagné la présidentielle, mais en tout cas il aurait gagné d'être le numéro 1 de la gauche, parce qu'aujourd'hui dans les sondages ça se joue entre lui et Macron, quoi, qui est le leader de la gauche, si on case Macron à gauche, ce qui n'est pas forcément évident. Oui. C'est clairement lui le leader de la gauche, et moi je le vois autour de moi, il y a plein de gens qui sont tentés de voter Mélenchon, même si c'est pas des ultra-gauchistes, et même s'ils ont plein de réserves vis-à-vis de la personne, il a réussi, c'est de la manœuvre politique, c'est du grand art. Ce qu'il a réussi à faire, il a réussi à s'imposer auprès de plein de gens qui voulaient pas de lui. Ce qui m'embête avec lui, c'est que là, cette technique, tu as raison, elle est majestueuse, c'est un exemple de jeu de bluff politique. Néanmoins, sa vision, elle est très court-termiste, parce que ça peut passer pour 2017, et il se retrouve numéro 1 de la gauche. Néanmoins, il se retrouverait probablement derrière Fillon et Le Pen. Et après, tu te retrouves avec une gauche qui réussira pas à se fédérer autour de lui, il faut être honnête. Mélenchon n'est pas capable de fédérer autour de lui. Il a fallu faire un tour de force pour que le Parti communiste le soutienne finalement, parce que le cadre du parti ont dit non. Et ensuite, il a obtenu, certes, une majorité de gens qui voulaient l'avoir comme candidat, mais c'est que 53% des militants communistes qui ont dit on veut que Mélenchon soit notre candidat. C'est pas non plus un raz-de-marée, quoi. Ensemble, pareil, ils se sont retrouvés, donc la troisième composante du front de gauche, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ils se sont retrouvés un peu comme des cons, et ils ont dû dire bon, qu'est-ce qu'on fait? On va le soutenir, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sinon? Donc, moi, ce qui m'embête profondément, c'est que Mélenchon nous a fait pendre au bout du nez pendant des années après le départ de LV du gouvernement, que on allait faire une grande union de la gauche, qu'on allait tous être copains, et regarder tous les magnifiques meetings qu'on fait sur Syriza avec Duflo, Mélenchon, Laurent et
et j'ai un trou sur son nom. La leader d'ensemble. Clémentine Autain. Clémentine Autain, merci. Et voilà, donc les quatre sur un même truc, avec parfois des gens de la gauche du PS. Voilà. Et ensuite, alors même qu'il y avait l'idée de faire une grande primaire à la gauche du PS, que d'ailleurs soutenait Yannick Jadot voulait l'organiser, il voulait même pas y participer. Et bien du coup derrière on se retrouve avec ah ben non je vous emmerde moi je veux y aller mais moi quoi, et puis qui même me suivent. Donc c'est vraiment dommage parce que cette primaire de la gauche, moi je pensais que c'était la meilleure solution. Autant de façon égoïste pour ELV dans le sens où on n'allait pas se faire chier à aller chercher 500 signatures, on n'allait pas faire chier à financer une campagne dont on n'était pas sûr d'être remboursé, où on avait de grandes chances de ne pas être remboursé, et en général on n'allait pas tomber dans le piège présidentiel élection Macron, et du coup on aurait eu quelqu'un, tu le sais très bien, moi je suis depuis un sacré bout de temps pour, s'il y a une candidature unique à la gauche de la gauche, Clémentine Autain, parce que c'est celle qui est le moins enfoncée en politique et qui a les idées les plus rassembleuses, parce qu'elle a quand même les idées écolo de LV, les idées un brin révolutionnaire du Front de gauche, donc, et puis elle saurait rassembler des mouvements comme, j'en ai parlé aujourd'hui, des mouvements un peu plus petits, comme le Parti Pirate, éventuellement même Nouvelle Donne, donc il y avait de quoi faire, plus des gens du NPA qui se diraient ouais, pourquoi pas Clémentine Autain plutôt que Poutou, qui en plus il va à reculons à chaque fois, à chaque présidentielle. J'adore Philippe Poutou, mais on sent qu'il n'a pas envie d'y aller, quoi. Contrairement à Besancenot. Donc c'était la seule possibilité. Mélenchon a décidé de faire autre chose. Certes, il va gagner peut-être son pari pour 2017, mais après il va se retrouver avec une gauche qui selon moi sera complètement à l'agonie s'il réussit son pari, et puis ELV pourrait exploser avec, si on n'a pas les 500 signatures. Tu pourrais avoir derrière un PS qui va s'éparpiller un peu dans tous les sens, avec un mouvement macroniste ou valsien, 2-3 restes qui vont soit aller à Nouvelle Donne, soit qui vont aller au Front de gauche. Donc on se retrouvait dans un état assez piteux, et encore une fois, pour moi la comparaison c'est la même que l'Italie, quand le parti socialiste italien a complètement explosé, et on parle toujours de la PASOKisation, donc le fait que le parti socialiste devienne comme le PASOK grec, c'est-à-dire finisse dans les néants. Et le problème c'est que Syriza en France il n'est pas prêt, donc ça va pas être la même histoire, quoi. Ouais, effectivement, mais dans tous les cas, que Mélenchon réussisse son pari ou pas, la gauche risque d'être très très mal en point à l'issue de cette présidentielle, ça c'est clair. Je veux dire, lui n'est qu'une pièce du puzzle, même si lui se plante et qu'il finit par faire un score à un chiffre à la présidentielle, la gauche ne sera pas en meilleure situation parce qu'il se sera pris une branlée, quoi. Ah non, clairement pas. Non, mais je dis pas que. Je dis justement que c'est 100% indépendant de son résultat, ce qui va se passer ensuite à gauche. Et là, la seule chance qu'a la gauche de ne pas se retrouver en ruine après 2017, c'est de gagner. Sauf que ça, il y a une chance sur 15. Et encore, je suis gentil que la gauche y arrive. Donc, et puis après, la question, c'est surtout de quelle gauche est-ce qu'on parle. Parce que Montebourg, président de la République, c'est pas la gauche pour moi. C'est une gauche chevènementiste, un peu qui arrive au pouvoir, que Philippot compatible, j'ai presque envie de dire, si je vais un peu dans la provoque. Oh, ce troll! Ouais, non, mais troll complet là. Donc, et puis c'est Montebourg, il peut pas travailler avec les écolos. Il n'a pas de fans trop au front de gauche. Donc je vois pas trop avec qui il pourrait bosser lui ensuite. Donc il aurait même pas de majorité. Avec le PS et les communistes. Je suis même pas sûr, tu vois. Ouais, éventuellement, c'est vrai qu'il y a 2-3. C'est vrai qu'on a vu au municipal et au départemental qu'il y avait des communistes qui préféraient partir avec le PS qu'avec le Front de gauche ou ELV. Et c'est ça qui m'attriste, c'est qu'au municipal et au départemental, et aussi un petit peu au régional, il y a eu des tentatives de greffe, sauf que vu qu'au régional, ils n'ont pas eu des bons résultats, mais tout le monde a dit « Ah ben non, dans ce cas-là, ça sert à rien qu'on fasse campagne commune. » Non, c'est pas parce que tu rates une fois que tu vas dire « Bon ben on arrête tout, quoi. » C'est complètement...
c'est complètement stupide. C'est comme si, je vais faire une comparaison footballistique, c'est comme si le Qatar, la première saison où ils sont arrivés au PSG, ils voient que Montpellier est champion et ils disent « Ah ben du coup, on se casse et on reprend toute la thune, ça sert à rien, on sera jamais champion de France. » Et maintenant, ils dominent quasiment chaque saison, sauf cette année, on en parlera peut-être plus tard. Donc c'est un peu ridicule de dire ça, et j'ai vu pas mal, lors du premier tour des régionales, j'ai vu plein d'écolos à côté de moi qui ont vu les résultats, notamment au Nord-Pas-de-Calais, qui ont vu qu'on n'avait pas fait 5%, sauf qu'ils oublient qu'en plus il y avait un candidat communiste qui est parti tout seul, contre justement cette liste EALV, Nouvelle Donne, Front de Gauche, et qui disent « Ah ben vous voyez bien, ça prouve que ça marche pas. » Mais c'est ridicule de penser ça, putain. On va pas passer notre temps à se retrouver tout seul comme des cons et à dire « C'est super, on est tous d'accord. » Bon, on est d'accord tout seul, mais on est tous d'accord, c'est génial. Donc, la gauche, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire, voilà, je maintiens ce que je dis. Si Taubira n'est pas président de la République en mai 2017, la gauche sera en ruine. Et pour faire suite à ta comparaison footballistique, au moment où nous enregistrons cette émission, voilà, c'est officiel, Montpellier a battu le PSG 3-0 et je suis super content. Je pense que c'est la transition parfaite du coup pour partir sur notre partie footballistique, sauf si tu avais quelque chose à rajouter sur ce thème. Non, je pense que ça fait 45 minutes qu'on parle de politique, donc c'est pas mal. Très bien, ben on va passer tout de suite au football. La star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, et le coach de Manchester United, José Mourinho, sont accusés de dissimulation fiscale par 12 médias européens dans une enquête baptisée Football Leaks et basée sur la fuite de 18,6 millions de documents. Ces documents exploités par l'European Investigative Collaborations, obtenus au départ par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, montreraient comment le triple ballon d'or aurait dissimulé depuis 2008 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux. Dans Pognon, je recevrai des vedettes pleines de pognon qui viendront pour le pognon. Mais toute l'équipe de Pognon vous fera aussi découvrir, parce que ça existe, des gens inconnus qui sont pleins de pognon. Donc dans cette deuxième partie de JPP, comme d'habitude, on va parler football. Donc pareil, petit bilan de ce qui s'est passé depuis la dernière émission. Donc de façon extrêmement méritée, entre guillemets, le Portugal est devenu championne d'Europe. Ensuite, et en plus, un papillon de nuit s'est posé sur l'œil de Cristiano Ronaldo. Cristiano, on en parlera un peu plus tard. L'Allemagne est allée en finale des Jeux Olympiques à Rio en masculin et donc est allée chercher la médaille d'argent en perdant au tir au but face au Brésil de Neymar, où ils avaient bien tenu tête quand même en finissant 1-1 après le temps réglementaire. L'Allemagne en féminin par contre a gagné les Jeux Olympiques, donc c'est dommage, on aurait pu faire une magnifique doublette qui aurait été une première dans l'histoire du football au JO. Ensuite on a eu Balotelli qui a signé à Nice. Et ça, on m'aurait dit ça au moment où on a enregistré, j'aurais dit ouais c'est ça m'étonnerait. En même temps il y a tellement de choses, on l'a vu dans la première partie où on m'aurait dit ça à l'époque, j'aurais dit ouais c'est ça, n'importe quoi. Il y a Götze qui est revenu à Dortmund et ça c'est du rêve encore une fois. Et il y a donc Nice qui pour l'instant est premier du championnat de France devant Monaco. Et donc comme tu l'as annoncé, Montpellier a battu le PSG 3-0, donc quoi qu'il arrive ce sera soit Monaco soit Nice qui sera en tête du championnat. Petite pensée évidemment, le cœur lourd au crash d'avion qu'il y a eu cette semaine en Colombie. Donc, tu peux me rappeler juste le nom de l'équipe s'il te plaît Chapecoense. Pardon ? Chapecoense. Ouais voilà, donc déjà je voudrais d'abord souligner le magnifique, le geste logique mais qu'il fallait quand même faire de l'équipe adverse qui a dit ce sera donc officiellement eux qui gagneront la coupe, donc ça c'est un très beau geste. Il y a l'ancien joueur du Bayern de Munich, Zé Roberto, qui a annoncé directement qu'il signerait dans ce club-là l'an prochain, même s'il est assez vieux, mais c'est symbolique, mais pareil c'est très beau. On a vu des gestes magnifiques autour du monde. Ouais, et puis l'ensemble des clubs brésiliens qui se sont mis d'accord pour leur prêter gratuitement des joueurs pendant 3 ans, le temps de se reconstruire. Ça c'est génial. Et je pense aussi, je vous conseille d'aller regarder sur YouTube le You Never Walk Alone de Liverpool au moment de la minute de silence qui a été absolument extraordinaire. On n'est pas habitué à moins de la part de Liverpool, mais quand même, encore une fois, ça donne des frissons. Ça donne des frissons magnifiques. Donc voilà, on va tourner la page là-dessus, mais ça me semblait important qu'on le mentionne néanmoins.
On va passer sur un sujet qui est certes moins lourd, mais qui est quand même assez surprenant. Enfin, assez surprenant, non, qui a fait l'actualité depuis hier. Donc, on enregistre ça le samedi 3, donc depuis hier, vendredi 2 décembre. C'est Football Leaks. Donc, un petit peu comme on a eu le droit avec LuxLeaks, donc les dossiers de personnes qui avaient planqué leur argent au Luxembourg. Là, on a le droit, ou les Panama Papers, donc pour le Panama. Là, on a le droit, donc, du coup, aux joueurs et entraîneurs de football professionnel qui ont planqué leur argent à l'étranger. Donc, il y a déjà plusieurs noms. Donc, le nom le plus connu, c'est évidemment Cristiano Ronaldo. Donc, j'ai lu qu'il avait planqué un peu plus de 74 millions d'euros d'argent venant de sponsors. Et selon une source, on en serait même à 150 millions en tout qu'il aurait planqué. Donc, déjà, il a 150 millions d'euros de réserve, ce qui paraît complètement dingue. Il y a aussi Mourinho, notamment. Et pour pas qu'on pense que je suis chauvin, il y a aussi, malheureusement, le joueur allemand Mesut Özil, qui est allé aussi planquer de l'argent. Donc, une révélation assez impressionnante. Adrien, pareil, tu m'avais dit que tu n'avais pas des masses d'infos. Tu l'as appris quand, toi, pareil Alors, moi, je l'ai appris dans la semaine. Déjà, il y avait un média espagnol qui travaille avec le consortium de journalistes d'investigation qui avait commencé déjà à sortir que Cristiano Ronaldo, il avait eu une société en Irlande qui gérait ses droits à l'image et que c'était pour ça que Messi avait été mis en examen, enfin que c'était pour un montage de ce genre que Messi avait été mis en examen. Donc ça avait déjà commencé à sortir dans la semaine, et puis là ça va sortir au compte-gouttes de toute façon dans les prochains jours et les prochaines semaines, donc on n'en est pas à notre dernière découverte. Comme je vis en Espagne, là évidemment, vu les 3 joueurs que tu as cités, je trouve que ça fait très complot contre le Real Madrid. Mais bon, le Barça a tellement eu d'emmerdes avec les droits à l'image de ses joueurs ces derniers temps que ça ne fait que rééquilibrer les choses, quoi. C'est vrai que du coup, on a égalisation dans le classico des tricheurs. C'est vrai que le vrai classico, du coup, est complètement passé au second plan. Je vous avoue que le match je crois que le match s'est terminé. Oui, match nul un partout. Voilà. Et tout le monde s'en fout, du coup, quasiment. Enfin, c'est peut-être exagéré, mais on est tellement sous le choc de ce qui s'est passé que du coup, ah merde, en fait, il y a eu le match aussi aujourd'hui. Donc, c'est absolument impressionnant. Bon, moi, ce que j'en retire, c'est qu'on est exactement au même niveau qu'avec les Panama Papers et LuxLeaks, c'est que c'est des pratiques qui ne devraient pas s'appliquer comme ça, mais que tant que, et là parenthèse politique, tant qu'on fera rien, tant que les gouvernements ne se mettront pas d'accord sur quoi que ce soit, de toute façon ça continuera comme ça, faut pas rêver. Et hashtag taxe sur les transactions financières au passage, mais voilà, on n'a pas tous les éléments pour l'instant. Je sais qu'en Allemagne, c'est le magazine Der Spiegel qui a eu l'exclu. D'ailleurs, Der Spiegel, j'ai l'impression que dès qu'il y a un leak, que ce soit Wikileaks ou quoi que ce soit, c'est toujours eux qui ont l'exclu. Donc bravo à eux. En Espagne, est-ce qu'il y a eu un journal ou un magazine en particulier qui a eu l'exclu là-dessus ou pas? Alors il y en a 2, donc c'est pas une exclu. Il y a El Mundo qui est le deuxième journal espagnol derrière El País, qui est de tendance libérale centre-droit, qui fait de bonnes investigations, qui est connu pour faire de bonnes investigations. Et un autre média en ligne qui s'appelle El Confidencial, qui lui est quand même franchement à droite politiquement. Très axé sur l'éco et qui, déjà les Panama Papers, c'était eux qui les avaient donnés, donc ils sont habitués aussi à donner des exclusivités. J'avais oublié de préciser, Der Spiegel est un magazine allemand centre-gauche plutôt, donc je vois qu'ils n'ont pas forcément choisi leurs sources selon des raisons politiques, mais c'est vrai que c'est un des journaux c'est un des magazines les plus lus d'Allemagne qui révèle des scandales quasiment depuis leur création. Avant c'était plutôt seulement sur la RFA, maintenant c'est carrément mondial. Moi la question que je me pose, c'est est-ce que ça va relancer la question du coup des salaires dans le football et de l'argent amassé? Est-ce que selon toi il va vraiment se passer quelque chose après ces révélations? On va juste dire ah là c'est très mal et dans un mois tout le monde aura oublié quoi. Ouais, absolument rien. Je pense qu'il ne va absolument rien se passer.
Pour plusieurs raisons. D'abord, les affaires comme ça qui touchent le milieu du foot, on a une fâcheuse tendance à les séparer de ce qu'est du sport, enfin de l'actu sportive en général, quoi. Bah, la preuve, c'est que le Football Leaks, c'est pas des journaux sportifs qui donnent les infos. Et donc, le milieu du sport va royalement s'en foutre. Et le milieu politique va s'indigner, mais comme c'est pas leur milieu, enfin comme ils interviennent pas dans les affaires sportives, ils pourront rien faire non plus, et ça va continuer comme ça. Je veux dire, s'il suffisait d'avoir des affaires sales dans le foot pour que les choses se moralisent, ça aurait changé depuis un sacré moment. Enfin, le Barça, ils en sont à leur 5e ou 6e joueur dans le viseur de la justice pour des affaires de fraude fiscale et compagnie. La Coupe du Monde était tranquillement attribuée à la Russie et au Qatar et ça dérange personne. Donc, enfin, je veux dire, s'il suffisait qu'un scandale éclate, même un gros scandale éclate pour que les choses changent dans le sport, ça se saurait. Oui, non, c'est clair. Même le cyclisme a eu besoin d'avoir une quantité astronomique et chaque année de scandales pour que les pratiques de dopage changent un peu. Donc, espérons qu'on ait des révélations chaque année maintenant. Espérons que le foot soit sali pendant 10 ans par des scandales à répétition. De toute façon, je m'étais engagé à ne pas regarder ni la Coupe du Monde au Qatar, ni en Russie. Donc, de toute façon, pour moi, il y a l'Allemagne est championne du monde pendant 12 ans. Donc, j'ai pour moi 12 ans devant moi, ou même plus. Non, ça fait 12 ans. Ouais, 2026, donc c'est bon. Donc voilà, il y a 12 ans, le football peut être sale pendant 12 ans, et puis après on reprend avec le 5e titre de l'Allemagne en 2024. Allez, dis-le que c'est pour que l'Allemagne soit championne du monde pendant 12 ans que tu boycottes les 2 prochaines Coupes du Monde. Non, parce que ça me ferait chier, parce que si jamais, imaginons que l'Allemagne soit championne du monde en Russie, ça me ferait chier parce que je vais pas le fêter. Je vais être là, putain, ils sont champions du monde, et tu vas voir qu'en 2026, ils vont se faire éliminer dès les quarts de finale. Oui, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne ne se fait jamais éliminer en Coupe du Monde avant les quarts de finale. Je dis ça et tu vas voir qu'à la prochaine Coupe du Monde, ce sera vu comment on a le nez creux tous les deux en ce moment. Quoique j'avais annoncé Jadot, c'est déjà ça. Mais sur vrai, j'étais complètement dans l'erreur aussi. Mais non, voilà, enfin, c'est chiant. Il y aura pas, de toute façon, c'est des jeux du pain, et puis soyons très honnêtes, voilà, je suis dans le même cas de figure, j'ai beau trouver ça scandaleux, j'ai beau m'indigner devant certains jeux. Bon, après, je vais être très honnête, il y a des scandales qui me font, entre guillemets, plus chier que d'autres. Qui vont avoir une plus grosse influence sur moi que d'autres. Par exemple, en 2014, j'étais plus favorable à un titre de l'Allemagne que de la France, parce que j'avais encore ce souvenir de tous ces mecs qui se sont allés se planquer dans leur bus en 2010, et pas tellement parce qu'ils ont fait leur protestation ou leur grève ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils ont vraiment eu une attitude très pédante à ce sujet-là, et pas du tout de pas vouloir comprendre pourquoi on leur en voulait à ce sujet-là. Alors que j'étais beaucoup plus favorable à l'équipe de 2016, parce que pour moi, de vraiment impliquer dans le truc, il restait que Evra, parce qu'il y en avait certes qui étaient à la Coupe du Monde de 2010, mais qui n'étaient pas vraiment les mains dans le cambouis comme l'était Evra, et qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs et une nouvelle génération. Donc c'est vrai que ça a eu une plus petite influence cette fois-ci. Et c'est vrai que si par exemple j'apprenais demain que toute l'équipe d'Allemagne planquait son argent à l'étranger et disait ensuite face caméra, c'est-à-dire ne s'excusait même pas et disait allez vous faire enculer, nous on a du pognon et vous en avez pas, j'avoue que j'aurais 2 raisons de ne pas regarder la Coupe du Monde en Russie, quoi. Donc, voilà, quand on est fan de foot, on a du mal à se détacher de tout ça, hein. Voilà, tous les deux on a suivi la Coupe du Monde au Brésil alors qu'on sait très bien comment elle s'est organisée, quoi. Voilà, on a tous une frontière quelque part. Souvent pour le football, elle est un peu plus loin que dans la vraie vie. Voilà, néanmoins, moi j'en ai une. Elle est fixée au niveau qu'est la Coupe du Monde en Russie et au Qatar. Et on verra ce que ça va donner dans les semaines à venir. Après, j'espère que un petit peu comme
comme avec LuxLeaks, qui ensuite a été suivi par les Panama Papers, on est justement une succession de que tout sorte. Et que il y a au moins un minimum de justice et que Ronaldo se retrouve avec le même traitement, au minimum le même traitement que Neymar et Messi, sinon plus, quoi. Et puis enfin on arrêtera de dire que oui, Cristiano Ronaldo, il a une attitude un peu cavalière sur le terrain, mais au fond c'est un homme bien. Voilà, non, maintenant vous avez la preuve que Messi. Donc on va peut-être arrêter. Et je sais très bien qu'à partir du moment où tu parles de Messi et de Cristiano Ronaldo, tu as des commentaires sur une vidéo YouTube. Donc espérons que du coup on aura des commentaires. On devrait le mettre en titre, ça, comme ça attirerait plein de gens. On devrait mettre en titre, on emmerde Cristiano Ronaldo. Et du coup, bim, 100 000 vues et que 99 999 pouces vers le bas. Parce qu'on aura dit du mal de CR7. Et on aura plein de commentaires dessous, pro Messi ou pro Ronaldo, quoi. Plein de haters, youhou! Ah ouais, clairement. Bon, comme on a dit, on n'a pas des masses d'infos là-dessus, donc on va passer un petit peu sur le championnat de France. Donc on a la grosse surprise du coup donc comme je disais, de Nice qui est en tête du championnat de France. Alors moi ça me fait plaisir parce que ça change un petit peu, hein, ce serait bien que ce soit pas le PSG, oui, clairement. Cette année. Hashtag j'aimerais bien que ce soit pas le Bayern non plus cette année. Mais pas Leipzig non plus. On reviendra d'ailleurs un peu plus tard sur Red Bull Leipzig, Rasenball Sport Leipzig. Et donc Monaco juste derrière, et le PSG qui n'est entre guillemets que troisième. Donc avec Balotelli qui vit une seconde jeunesse, presque. Comment tu l'as vécu toi ce début de saison plutôt favorable donc à Nice et beaucoup moins au PSG, tu vois? Moi ça m'a étonné de les voir si haut, mais ça m'a pas étonné non plus de les voir bien. Par exemple, ça m'a pas étonné de les voir de voir qu'ils avaient réussi à relancer Balotelli, parce que la saison dernière, on se souvient quand même qu'ils ont relancé Ben Arfa, qui avait aussi une carrière qui partait en cacahuète. Donc voilà, ça m'a pas étonné de les voir qu'ils avaient relancé Balotelli. Après, soyons honnêtes, certes Balotelli est important dans le jeu de Nice, mais c'est pas lui la star, quoi. C'est pas contrairement à l'an dernier où c'était vraiment Ben Arfa qui avait fait le beau parcours de Nice l'an dernier. Cette année, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est quand même vachement plus équilibrée. Et que tous leurs joueurs sont globalement assez bons et que ils ont un bon collectif et c'est pas juste une équipe qui dépend d'un très bon joueur qui a été relancé. Donc ça je trouve ça très cool, je trouve ça très sympa à voir. Et puis oui voilà, ça nous change du PSG champion dès l'automne comme on a pu le voir ces 3 dernières années. Donc j'avoue que déjà rien que le fait d'avoir signé Lucien Favre comme entraîneur, ça m'a surpris. J'ai là waouh, c'est quand même un mec qui a fait un très très bon parcours ces dernières saisons avec Mönchengladbach, même si malheureusement la dernière saison ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Mais heureusement l'entraîneur qui est passé derrière a réussi à amener même Mönchengladbach jusqu'en Ligue des Champions. Et donc déjà j'étais surpris. Ensuite j'étais agréablement surpris quand j'ai vu qu'ils ont signé Dante comme défenseur, qui quand même la saison dernière était à Wolfsburg et la saison d'avant était au Bayern de Munich. Donc c'est pas non plus un mec qui est complètement cuit, hein. C'est un très très bon défenseur et qui c'est un peu comme d'autres joueurs tels Balotelli ou Ibrahimovic, ils sont plutôt bons dans les 4 autres grands championnats. A priori en Ligue 1 ils vont te faire le taf quand même. Donc d'ailleurs on le voit avec Ibrahimovic, il a beaucoup plus de mal cette année à Manchester United qu'au PSG l'an dernier. En général Manchester United a un peu de mal cette année. Mais passons. Et voilà, je suis très agréablement surpris. Il ne faut pas oublier aussi que du côté de Monaco, Falcao il s'est réveillé quand même. Certes, c'est pas le Falcao de l'Atlético Madrid, mais c'est pas non plus le Falcao de Manchester United et de Chelsea. C'est quand même un Falcao qui plante régulièrement des buts. C'est vrai. Qui fait du bien. En plus avec Germain qui plante encore plus.
Donc voilà, ça devient vachement intéressant, je trouve, cette saison. Et puis, je pense que c'est facile de critiquer Emery et de dire que c'est parce qu'ils ont un nouvel entraîneur, le PSG. Je pense que c'est surtout parce que la concurrence a enfin réussi à s'adapter au nouveau PSG et que effectivement, ils profitent un tout petit peu du changement d'entraîneur, donc un peu du changement d'équipe et de tactique, etc. Mais ils profitent aussi du fait que la Ligue 1 a enfin appris comment il fallait contrer le PSG, quoi. Oui, après il y a aussi le départ d'Ibrahimovic, hein, il faut pas l'oublier. Ibrahimovic, c'était un joueur qui te plantait minimum 20 buts par saison, qui était vraiment la star de son équipe. Et enfin voilà, c'était un mec qui, même si son équipe jouait mal, il réussissait à planter un doublé et à les faire gagner quand même. Donc c'est clair que le PSG a beaucoup souffert de son départ, footballistiquement en tout cas. Oui, et puis Cavani fait certes pas mal de bons matchs, mais il n'a pas l'influence. Ce que j'aime bien, c'est que pour le défendre, ils disent toujours ouais, mais regardez, il a dépassé le nombre de buts de Rocheteau, tout ça. Oui, mais c'est bien beau, sauf que Cavani a planté beaucoup de buts, mais Cavani il plante surtout beaucoup de buts quand le PSG fait des bons matchs. Quand le PSG va pas très bien, ben Cavani, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas le sauveteur comme l'était Ibrahimovic. Ibrahimovic est capable de marcher pendant 88 minutes, mais pendant 2 minutes, il va te faire 2 sprints et but, quoi. Donc, Cavani est un excellent joueur de football. On ne va pas commencer à prétendre que les attaquants des Girondins sont meilleurs que Cavani. Et pourtant, j'adore les Girondins de Bordeaux et je suis très content du travail qu'ils font avec Gourvenec cette année, parce que même s'ils n'ont pas toujours des très bons résultats, au moins on voit une équipe qui gagne. Voilà, donc parenthèse, les Girondins fermés. Et oui, c'est vrai, tu as raison, il y a l'influence d'Ibrahimovic. Voilà, je pense que c'est un peu, pour reprendre une expression anglo-saxonne, a perfect storm, une tempête parfaite, que nouvel entraîneur, Ibrahimovic qui s'en va, et derrière une Ligue 1 qui a commencé à comprendre comment jouer le PSG. Et je pense que si on avait gardé Laurent Blanc et Ibrahimovic, le PSG serait en tête, mais de peu quand même. Ce serait pas une boucherie comme chaque année. Donc c'est facile de critiquer Emery et de critiquer Cavani, mais il y a aussi l'influence de quelqu'un comme Lucien Favre à Nice, et aussi de joueurs à Monaco qui enfin se réveillent et se révèlent au grand public de la plus belle des façons. T'auras l'air malin à la fin de la saison si le PSG est champion. De toute façon, tous les deux en mai 2017, quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura l'air malin, parce que justement, je pense qu'il faudra faire un spécial présidentiel et fin de la Ligue 1, et qu'on reprendra des enregistrements d'aujourd'hui. De tout ce qu'on aura dit sur les deux, sur la Ligue 1 et sur la présidentielle, et dire bonjour, vous écoutez JPP, le podcast des gros nazes qui font des pronostics de merde. Donc Marine Le Pen est présidente de la République et le PSG a 20 points d'avance sur tout le reste du championnat. Bonsoir. Non, voilà, on verra bien ce que ça va donner, bien sûr. Mais voilà, par contre, moi ce qui m'embête, donc je voulais en parler au moins vite fait, c'est à côté de ça, par contre, l'argent est en train de bien gagner en Allemagne, parce que RB Leipzig, donc RB qui est officiellement pour Rasenballsport Leipzig, mais qui en fait est un gros sous-entendu pour Red Bull, qui est donc propriétaire du club de Leipzig, qui l'a monté des plus bas du championnat allemand jusqu'en première division, est actuellement en tête du championnat. Alors pendant qu'on enregistre, Leipzig joue contre Schalke 04, mais quoi qu'il arrive, Leipzig est sûr de rester devant le Bayern de Munich. Ça fait 2-1 même au moment où on se parle, ça fait 49 minutes, donc Leipzig a priori gardera 3 points d'avance sur le Bayern de Munich et 6 sur Dortmund. Non, même plus que 6. Je vais vous dire ça, je vais me corriger en direct pour vous dire ça. Voilà, bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, donc ce sera même plus de 6, 9 points d'avance, excusez-moi, c'est encore pire que je pensais, sur le championnat. Donc, on est encore dans un cas de nouveau riche, même si on est quand même très très loin des ampleurs qu'ont pu prendre le Qatar au PSG ou les Émirats Arabes Unis à Manchester City, etc.
la question que je me pose, c'est est-ce que voilà, la peur qu'il y a dans beaucoup de domaines, c'est ça y est, c'est la fin des clubs traditionnels en Allemagne. C'est le seul championnat qui avait encore réussi à résister, et maintenant ils sont en train de se faire prendre par Leipzig. Moi, ce que j'espère, c'est que ce soit comme Hoffenheim, que tout le monde pense qu'ils vont être champions et qu'ils vont complètement s'écrouler. Qu'est-ce que toi tu en penses avec ton regard un peu plus lointain que... Oui, voilà, je suis assez peu le foot allemand, enfin je le suis de très loin. Il me semble qu'il y a aussi le Bayer Leverkusen qui a quand même le nom de Bayer dans son... Oui, alors je vais juste, du coup, par rapport à ça, je vais juste faire une explication. En Allemagne, il existe, la Ligue de football allemand a établi une règle qui s'appelle le 50+1. Qui est qu'aucune entreprise n'a le droit de posséder, ou une seule personne n'a le droit de posséder un club à plus de 50%. Donc en clair, 50% moins une voix. C'est pour ça qu'on appelle ça le 50+1. Des exceptions ont été faites. La première qui a été faite, ça a été pour le Bayer Leverkusen, parce que Leverkusen appartient à Bayer depuis le début du siècle dernier. Donc on a fait une exception là-dessus. Et ensuite, un peu plus tard, une exception a été faite d'abord pour Wolfsburg, qui ont appartenu d'abord à 80+20%, puis à 100% à Volkswagen, mais parce que Volkswagen était un sponsor maillot de Wolfsburg depuis le début. Donc on a dit on peut faire une exception là-dessus. Et ensuite à Hoffenheim, parce que le président de Hoffenheim a complètement reconstruit le club. Et là, Leipzig, pareil, exception a été faite parce que Red Bull a complètement construit le club de Leipzig depuis tout en bas. Sauf qu'ils ont été obligés de changer de nom d'abord, parce que contrairement à l'Autriche et aux États-Unis, il est interdit de porter un nom de sponsor. Je sais, vous allez me sortir, pourquoi Bayer Leverkusen? Exactement la même raison, parce que le club est trop vieux. Donc ils se sont appelés RB Leipzig, pour qu'on comprenne quand même Red Bull, et même le logo a dû être changé pour que ce ne soit pas exactement le logo de Red Bull, mais ça y ressemble quand même énormément. Voilà, donc du coup, il y a toute cette règle en place du côté de l'Allemagne qui n'existe pas dans les autres pays, dans les autres grands championnats. Donc je t'en prie, Adrien, recommence ton exposé. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire parce que je connais pas beaucoup le foot allemand, mais après, je suis conscient qu'il y a cette règle. Cela dit, je vois aucun autre grand championnat, on va pas compter la MLS, la Ligue d'Amérique du Nord parmi les grands championnats, faudrait pas déconner non plus. Je vois aucun grand championnat où des équipes comme ça portent le nom de marque ou sont clairement associées à des marques ou à des grandes entreprises. Je vois pas ça, je vois pas d'exemple de ça dans les grands championnats européens. En France, oui, on avait Sochaux qui était lié à Peugeot, mais bon, voilà, le présent de Sochaux est pas ce qu'on pourrait appeler la joie. Pas rêver, ouais. Et sinon, j'en vois pas beaucoup d'autres. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe ou si t'en vois un. Non, mais t'as raison. Disons qu'il y a beaucoup de clubs qui sont associés à des grandes marques sans que le nom de la marque soit dans le... Le truc, c'est ça qui est assez surprenant avec l'Allemagne. C'est que jusqu'à maintenant, il y a eu pas mal d'articles et pas mal de vidéos YouTube là-dessus, sur des chaînes qui suivent le foot à fond. L'Allemagne, jusqu'à maintenant, c'était un exemple pour les supporters. De dire, vous voyez, on peut très bien gérer un club quand il est géré à plus de 50% par ses supporters. Et que... du coup, il y avait vraiment cette idée de, même si ton club il est riche, comme par exemple le Bayern de Munich, le Bayern, j'ai beau ne pas aimer le Bayern de Munich, il faut quand même que je reconnaisse que leur argent, ils sont allés se le chercher eux-mêmes. Il n'y a pas un mec qui est venu, qui a racheté le Bayern et qui a pompé tout l'argent dedans, comme c'est actuellement le cas pour le Qatar, pour Paris Saint-Germain, comme c'est le cas en Angleterre, à Manchester United, à Manchester City, etc. Il y a énormément d'exemples comme ça, même des clubs un peu plus petits, même Leicester, au final... même si leur budget est très petit, c'est quand même un mec qui est venu racheter Leicester, qui certes n'avait pas autant d'argent que le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, mais qui quand même avait un sacré paquet de pognon, ou alors le propriétaire américain de Manchester United. Donc il y a cette contradiction. Et à côté de ça, vous avez donc des clubs qui portent ouvertement le nom de la marque, comme le Bayer Leverkusen ou le RB Leipzig, où on voit très bien que c'est le Red Bull Leipzig, et le surnom de
Leipzig, c'est Die Bullen. Et Die Bullen, en allemand, ça veut dire les taureaux. Voilà. Donc, en plus, l'avantage, c'est que la langue allemande permet d'avoir quand même Bull dans le nom du club. Et puis, bon, alors, le sponsor, il est quand même monstrueusement gros sur les maillots, comme vous avez l'exemple à Red Bull New York ou à Red Bull Salzbourg. Donc, effectivement, il y a des petits championnats où ça existe. Le championnat japonais, le championnat autrichien, etc. Où il y a clairement, en très gros, en Autriche d'ailleurs, je vous conseille de jouer avec une équipe autrichienne à FIFA. Vous allez voir à quel point vous allez vous taper que des clubs qui ont des noms de marques. C'est complètement dingue. Et qui du coup ont des maillots complètement hideux parce qu'il y a 40 000 sponsors sur les maillots. D'ailleurs, je vais être très honnête, je l'ai appris par FIFA parce que j'ai fait un mode carrière. J'ai joué en tant que joueur donc, dans un club allemand qui a décidé de me prêter en Autriche. Et je me suis retrouvé dans un club autrichien qui avait des maillots dégueulasses. En fait, je me suis rendu compte que tous les maillots autrichiens étaient dégueulasses et que tous les noms des clubs étaient des noms de marques. Alors moi qui suis allemand, forcément je connais plus de noms de marques autrichiennes qui auraient pu arriver en Allemagne ou l'inverse de marques allemandes qui auraient pu arriver en Autriche. Donc ça m'a choqué, mais c'est vrai que dans les grands championnats européens ou autres, enfin, on n'a pas cette présence aussi énorme de sponsors. Est-ce que selon toi on va arriver à ça, c'est-à-dire que demain on aura, je sais pas moi, les Matmut de Bordeaux, le Qatar Saint-Germain demain, ou est-ce que à un moment les supporters de foot vont quand même se rebeller face à ça quoi. Que les supporters se rebellent, c'est le cas à chaque fois, mais bon, les supporters ils sont pas contents, et puis au final leur voix est hélas assez peu écoutée. Sinon le stade de Bordeaux s'appellerait pas Matmut Atlantique, et pourtant il s'appelle Matmut Atlantique. Quel nom dégueulasse. Et d'ailleurs, je vais faire un aveu que normalement un écolo n'est pas censé faire. Quand j'ai pris l'avion pour revenir à Bordeaux, on vole donc, quand vous arrivez, vous volez au-dessus du Matmut Atlantique. Et il y a quand même, en gros, depuis le ciel, on peut voir Matmut écrit sur le toit. Et c'est absolument dégueulasse. Et t'es là, non, le pire c'est que j'ai beau être contre le grand stade, je dois quand même admettre que architecturalement il est bien fait. Moi c'est le financement qui me convient pas plus que le côté architectural ou quoi que ce soit. Oui, et puis le fait qu'il est beaucoup trop grand pour le public bordelais et qu'il sonne vide 90% du temps. Non mais ça c'est encore autre chose. Disons que si la capacité dépendait du succès du club, ce serait le rugby qui serait au Matmut et ce serait les Girondins qui seraient toujours à Chaban. Donc, faut pas déconner quoi. Mais oui, en plus, ça se voit à chaque journée de championnat. Quand on regarde les images, on a l'impression que le stade est complètement vide quoi. Il doit y avoir, je sais pas, au maximum entre 12 000 et 15 000 personnes à chaque fois. C'est ridicule, c'est complètement ridicule. Bref, je te relaisse la parole, excuse-moi. Donc voilà, et puis est-ce que on va avoir des clubs comme ça qui vont porter le nom de marque? Je pense qu'en tout cas en France, c'est pas pour tout de suite. Ça arrivera probablement fatalement, mais dans longtemps, dans 15-20 ans, mais pas tout de suite parce que je pense que la France n'est pas prête pour ça. Qu'on est quand même très attaché au fait d'un club, une ville, et que donc c'est con, mais voilà, en France on connaît les clubs le club c'est la ville dont il vient. On n'a quasiment pas de ville où il y a deux clubs importants, et donc déjà appeler les clubs par leur nom on a du mal. Ce que je veux dire, c'est que si les clubs commencent à sponsoriser dans leur nom, on continuera à les appeler Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, etc. Même s'ils s'appellent le Bordeaux Matmut, on les appellera toujours Bordeaux. Oui, c'est vrai qu'on dit assez peu les Girondins, on dit plus Bordeaux que... Enfin, le premier instinct, c'est de dire Bordeaux, et après on dit les Girondins. Alors qu'en Allemagne, c'est vrai qu'on va souvent dire, même s'il y en a deux de Borussia, et que d'ailleurs le match d'aujourd'hui c'était entre les deux Borussia en Allemagne, on va avoir tendance à dire soit Borussia pour parler de Dortmund, soit BVB, donc leurs initiales. Et
voilà, si vous ne savez pas ce que veut dire B4B, je vous conseille une excellente vidéo, celui qui compare le Borussia Dortmund au Bayern de Munich, que j'ai faite, mais bon bref, petite parenthèse. Hashtag autopromo. Hashtag autopromo que du coup je vais mettre de façon complètement égoïste dans la description de la vidéo, je m'en fous complètement. Ouais, je suis un gros rebelle aujourd'hui. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, clairement. Et non, mais du coup, c'est vrai qu'il y a cette tendance beaucoup plus présente en Allemagne qu'en France. On dit Bayern pour parler du Bayern de Munich. On va appeler souvent leur nom, les clubs par leur petit nom s'ils en ont un bien fixe. Et c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup moins présent, à part le PSG et l'OM. Et encore, on dit PSG et OM, on ne dit pas forcément Paris Saint-Germain ou Olympique de Marseille, on va dire PSG ou OM ou Paris et Marseille. Voilà, on va s'arrêter là, on n'ira pas plus loin. Après, je pense que c'est lié au fait aussi qu'en France, il y a beaucoup moins, il y en a quasiment pas, de villes où il y a 2 clubs. Et oui, c'est ce que je disais, un club, une ville. Du coup, voilà. On connaît le club par le nom de la ville qu'il représente. Voilà, ça existe certes. Par exemple, il y a le Gazélec d'Ajaccio et l'AC Ajaccio. Néanmoins, déjà les deux se sont jamais retrouvés en même temps en Ligue 1. Quand il y a eu Bordeaux-Ajaccio l'an dernier, France 3 Aquitaine avait mis le logo de l'AC Ajaccio et pas du Gazélec Ajaccio qui était à ce moment-là en Ligue 1. Tellement on n'y est pas habitué. C'est vrai que la plus forte concentration qu'on a de clubs, c'est soit dans le Nord-Pas-de-Calais, soit en Bretagne. Et à chaque fois, c'est pas la même ville. Alors qu'en Bretagne, il y en a un paquet. Hein. Vous avez Lorient, vous avez Guingamp, vous avez Rennes. Allez, on va être très chaud, on va être très régionaliste. Vous avez Nantes. Voilà, il y a une certaine multiplication de villes, mais c'est jamais la même ville. Alors que vous regardez dans d'autres pays, en Italie, la Lazio et la Roma, l'AC et l'Inter, le Torino et la Juve, en Espagne, l'Atlético, le Real et pour se faire plaisir, le Rayo Vallecano, l'Espagnol et le Barça, en Angleterre, Séville et le Betis, etc. Séville et le Betis. Bon, je vais pas tous les faire non plus, ça, vous avez City et United, vous avez une explosion de clubs à Londres. En Allemagne, ça y est un petit peu moins quand même en Allemagne, il faut le dire. Il y a quelques exemples, mais disons que c'est traditionnel et ils sont plus forcément en première division les deux. Par exemple, Munich 1860 et le Bayern. Donc instinctivement à ce niveau-là, on a dit 1860 et Bayern. Ensuite, vous avez à Hambourg, St. Pauli et le Hamburger SV, que malheureusement les deux sont relégables en ce moment, donc ils ne sont pas prêts de se retrouver malheureusement. Et puis cette concentration de clubs dans la Ruhr, les uns à côté des autres. Et même à chaque fois, même si les clubs ne sont pas forcément dans la même division, ils sont dans des divisions très proches. Je pense à Cologne, il y a le FC Cologne, il y a le Fortuna Cologne qui a souvent été en 2e division. Donc quand même, il y a une proximité, ils se retrouvent souvent en Coupe d'Allemagne, tout ça. Et c'est vrai qu'en France, on a moins cette présence et moins ce risque. Moi, ce que je crains, c'est quand même qu'on y arrive, parce que pour moi, le rachat des clubs, c'est que la première étape. C'est-à-dire, par exemple, Marseille a cherché de façon désespérée à se faire racheter. M6 aimerait bien se débarrasser des Girondins. Il faut dire ce qui est. Il y a des tentatives de rachat. Et le rachat, pour moi, c'est que la première étape. On peut se retrouver demain avec des clubs au nom farfelu, même si ça va se faire plus rapidement pour les clubs moins importants, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont un passé moins glorieux. Et pour les clubs au passé glorieux, ils vont prendre plus de temps parce que, du coup, le club est sa propre marque. Manchester United, c'est une marque. Liverpool, c'est une marque. Le Paris Saint-Germain, c'est une marque. Et même s'ils ont beau écrire Saint-Germain en plus petit, c'est quand même le PSG. Le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich, c'est des marques. La Juve, c'est une marque. Le Real, c'est une marque. Le Barça, c'est une marque. Voilà, je peux donner des exemples dans chaque championnat. Il y a cette présence qui est beaucoup plus importante et qui fera que soit ça arrivera, mais moi j'irai même plus que 15-20 ans, je dirais dans 30-40, soit ça n'arrivera jamais parce qu'ils seront conscients que au final ça se vend beaucoup mieux de dire Liverpool FC avec un énorme sponsor sur le maillot du propriétaire que de toute façon chaque supporter portera, ou alors une petite mention sur le logo, que de clairement appeler le club d'après un nom. Et c'est vrai que les exemples qu'on a actuellement, c'est pas des clubs traditionnels. Leipzig et Hoffenheim, c'est pas des clubs
clubs traditionnels, loin de là, même si à l'heure actuelle ils sont dans le top 5 du championnat allemand. Vous avez ça en Amérique du Sud, du coup, des clubs qui portent des noms de marque ou pas? Alors pas du tout en Argentine, tout simplement parce que pareil, alors pour le coup c'est extrêmement concentré sur Buenos Aires et ses alentours, donc chaque club ait sa propre marque, comme tu disais. Moi ce que je trouve marrant, c'est que même dans la langue espagnole, par exemple en Espagne, pour dire les clubs, on dit le FC Séville, le Real Madrid, le Barça, et en Argentine on dit juste Boca. C'est le club est un nom propre, le club est une personne, quoi. Donc, pas en Argentine. Il me semble qu'au Mexique, il y a un système de franchise aussi. C'est l'Amérique du Nord, quoi. Et je pense qu'il y a des clubs qui sont nommés d'après des marques. Mais globalement, comme ça, j'arrive pas à trouver d'exemple de club qui a été racheté par une marque. Ça doit exister dans certains championnats. Je pense que le championnat mexicain, il y en a, mais ça reste quand même assez marginal. Bon, mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. On aura eu pas mal de thématiques en football. Petite annonce avant de terminer. Avec Adrien sur la chaîne JPP, vous allez retrouver, si tout va bien, dès cette journée, une petite revue des supporters de Ligue 1 en 90 secondes, donc où on jouera, Adrien et moi, les réactions des différents supporters à la dernière journée du championnat. On n'a pas encore défini le nom, on vous donnera très prochainement. De toute façon, vous le verrez sur la première vidéo. Donc, regardez comment on appelait ça, et ce sera sur cette chaîne, donc JPP. Et voilà, donc si on ne fait pas d'enregistrement avant la fin de l'année 2016, cette fin d'année. Et sinon, quoi qu'il arrive à la prochaine, Adrien, je te laisse le dernier mot. Eh ben, je n'ai rien à dire, donc merci à toutes et à tous ceux qui nous auront, les courageuses, et qui nous auront écoutés jusque-là, et à bientôt. À bientôt, ciao.